Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce numéro de rentrée de 7PM Auto. Ali, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors c'est l'événement de la rentrée, nous sommes en année paire et l'année paire ça signifie que le mondial de l'automobile arrive et il sera bien sûr en fil rouge sur 7PM Auto. Et qui mieux que le commissaire général du plus grand salon automobile du monde pour nous en parler. Bonjour Thierry Hess. Bonjour. Bon, pas trop triste de vivre votre dernier mondial en tant qu'organisateur? Il ne faut pas dire ça, c'est jamais le C'est dernier la vérité, mondial. pourtant. Vous savez, ça fait 25 ans que je m'occupe du salon, donc l'enthousiasme est toujours là. Vous le verrez à partir du 4 octobre, entre le 4 et le 19 octobre, porte de Versailles. Non, tout va bien, je garde l'enthousiasme de mon premier salon. Et non, tout est parfait. Pas de place à la nostalgie donc. Ah non, surtout pas. Sauf qu'on a une exposition sur les voitures anciennes, Voilà. mais ça, on en reparlera Bien tout à joué. l'heure. Jean-Pierre Vaillant est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous présidez Mitsubishi Motors en France. Alors on parlera avec vous évidemment de l'Outlander PHEV. Avec plaisir. Voilà, on parlera de votre offre de 4x4 hybride. Les ambitions de Mitsubishi pour l'électrique comme pour le thermique, ça fait un vaste programme. Et puisque le mondial est notre fil conducteur, une question toute simple. Que représente pour vous, personnellement, le mondial de l'automobile à Paris ? Pour moi, le mondial de l'automobile, c'est une partie de ma vie finalement, parce que je travaille dans ce monde depuis une quarantaine d'années. Et pour moi, évidemment, la visite du salon de l'automobile à Paris a toujours été une institution. Et je suis ravi aujourd'hui d'y participer. Oui. Vous n'en avez manqué aucun. Oh, probablement non. Les plus fidèles d'entre vous savent que 7PM Auto s'intéresse à tout, y compris à tout ce qui se passe dans les technocentres en tout genre. Nous sommes heureux d'accueillir Stéphane Petiga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Institut automobile du Mans. La recherche et le développement automobile, c'est votre liquide amniotique. C'est au moins 80% de notre activité. En fait, on travaille sur une plateforme régionale d'innovation où beaucoup d'entreprises du territoire des Pays de Loire travaillent sur des futures applications sur les véhicules. On va en reparler. Faut-il encore présenter Bernard Darniche ? Bonjour. Bonjour à tous. Grand pilote de rallye, ex-négociant en virage, dites-vous vous-même, c'est une très belle formule. Et aujourd'hui, grand défenseur du citoyen de la route, c'est cela ? Oui, par le truchement d'une phrase qui est tout à fait simple, mobilité sereine et durable. C'est une aspiration que nous avons tous et dont on essaie de nous priver. Quelques intellectuels bien pensants se sont acharnés depuis un certain nombre d'années à nous persuader tous que l'automobile n'était pas la réponse à notre mobilité. Les chiffres sont têtus. Je crois que c'est 83% de la mobilité, tout confondu, est due à l'automobile individuelle. Donc il me semble légitime que le mondial de l'auto soit la représentation, effectivement, d'une situation qui n'est pas celle qu'on nous laisse entendre. Vous ne croyez pas à la disparition de l'objet automobile en tant que tel dans les années qui l'automobile, viennent ? il ne faut quand même pas l'oublier, à structurer nos sociétés, et c'est la réponse à la Constitution où est inscrit le droit à la mobilité pour tous. Stéphane Petiga, j'imagine que, comme vous, quand on est donc à l'Institut automobile du Mans, on vit, on respire automobile, de surcroît quand on est situé en plein cœur du circuit Bugatti où se courent les 24 heures du Mans. Mais pour autant, pensez-vous que les Français soient devenus autophobes ? Alors, on voit clairement une tendance à l'autophobie qui s'accentue même un petit peu dernièrement. Et pourtant, au niveau de la population, on voit qu'au niveau des entreprises, au niveau des utilisateurs, vraiment, où c'est le métier d'utiliser le véhicule, on ne ressent pas ça. Donc, on ne sait pas bien situer si c'est plus une tendance politique, intellectuelle, qu'une vraie tendance réelle du conducteur. Jean-Pierre Vaillant, sur l'autophobie, vous en tant que constructeur, enfin représentant d'un constructeur en tout cas. Non, autophobie, je ne pense pas. On constate évidemment depuis quelques années, malheureusement, une régression du marché. Cette année encore, le marché sera flat par rapport à l'année dernière et on n'imagine pas que l'année prochaine, il puisse bondir. Néanmoins, autophobie non, car les gens que nous rencontrons sont des passionnés et les gens qui s'intéressent à Mitsubishi sont des clients assez particuliers et qui apprécient l'automobile et ses valeurs. Est-ce que ce ne sont pas les jeunes générations, Thierry Hess, qui sont un peu autophobes ? Le terme est peut-être excessif, mais est-ce qu'ils ne privilégient pas l'usage finalement à l'achat ? Est-ce qu'ils ne cherchent pas autre chose ? Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que on verra la preuve au mondial de l'automobile, où là, les chiffres restent toujours impressionnants. C'est-à-dire qu'on reste le premier salon du monde, vous le disiez tout à l'heure, entre 1,2 million et 1,5 million de visiteurs sur 18 jours, donc avec maintenant une capacité à visiter le salon dans les meilleures conditions. Il y a toujours cette passion qu'évoquait Bernard, il y a toujours cette passion pour le produit, il y a ce rêve
Et je crois pas du tout que les jeunes se désintéressent d'automobile. Les jeunes s'intéressent à la compétition. On a toute une partie où effectivement, un certain nombre de constructeurs mettent en avant leurs voitures les plus performantes. Ils sont attirés par le design. Les constructeurs aussi profitent du salon pour lancer des produits, pour voir la réaction en particulier des jeunes générations. Moi, je ne crois pas du tout, pas une seconde, et oui, on le verra au salon, qu'il y a un changement. Alors, il y a des choix, il y a l'incidence du coût, du prix des véhicules, il y a l'incidence de Save the Planet, bon, c'est clair, on en parlera certainement. Les voitures dites propres attirent un certain type de clientèle. Bon, mais les constructeurs le prennent en compte, bien évidemment. Mais je ne pense pas du tout qu'il y ait de désaffection pour l'automobile, ça c'est clair. Quelles que soient les générations, Bernard. Jean-François, le problème, c'est que d'une façon insidieuse, et peut-être certainement pas volontaire de la part des pouvoirs publics, ou au moins sans observer les conséquences de leur posture. Quand on voit la difficulté pour un jeune aujourd'hui de passer son permis de conduire, le coût, mais surtout la difficulté administrative, le système est totalement inadapté à une réponse ou au moins à des attentes modernes. Un exemple, un jeune apprenti plombier ne peut pas trouver d'emploi s'il n'a pas son permis de conduire. Comment peut-on imaginer que dans le cursus d'enseignement, le permis de conduire ne soit pas dans le package de compétences ? C'est simplement un exemple. Mais tous ces jeunes qui réfléchissent et qui entendent parler leurs parents, on prend la voiture, ça coûte beaucoup d'argent, mais beaucoup moins que les transports en commun. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas rouler, on est accusé de tous les maux de la terre. Finalement, insidieusement, tous ces jeunes se disent, mais le bilan, c'est avoir une voiture, c'est du plaisir ou c'est plus d'emmerdement ? La réponse est vite trouvée. Alors pour autant, et Thierry Hess le rappelait, le Salon de Paris reste toujours le premier salon automobile du monde. 1 231 416 visiteurs très exactement en 2012. J'imagine que là, pour cette édition 2014, l'objectif est de mettre la barre encore un petit peu plus haut. Écoutez, l'objectif c'est d'abord de rester le plus grand salon du monde. Vous savez, quand on voit le différentiel de nombre de visiteurs par rapport à nos concurrents, que ce soit Francfort, Tokyo, les salons chinois, Détroit, Genève, on se dit, qu'est-ce qui se passe à Paris ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le salon a été créé en 1898, donc c'est le plus ancien salon du monde. Je pense que c'est aussi le plus moderne. C'est un lieu où nous allons recevoir entre 12 et 13 000 journalistes, donc une médiatisation exceptionnelle pour les constructeurs, qui donc choisissent Paris pour lancer leurs nouveautés. Donc on aura, je pense, une centaine de nouveautés, à la fois des premières mondiales, des premières européennes, des premières françaises, ce qui attire le monde. Et on y vient en famille. On y vient en famille, absolument. Donc du coup, on va essayer de faire des prix réduits pour les plus jeunes, pour que les familles puissent continuer à venir au salon et avoir du plaisir à venir. Bon, je pense que c'est un rendez-vous, vous savez, c'est tous les 2 ans. Donc c'est un rendez-vous qui est vraiment devenu incontournable. Et cette passion qu'ont les Français pour l'automobile, elle existe, elle vit, et elle s'exprime au salon. Est-ce que vous arrivez toujours à convaincre les constructeurs de présenter leurs nouveautés chez vous, plutôt qu'à Francfort, plutôt qu'à... D'abord, il suffit d'aller à Genève les années paires, on s'aperçoit qu'il y a moins de nouveautés que les années impaires. Donc c'est peut-être bien pour Paris par rapport à Francfort. C'est pas un hasard, c'est pas pour faire plaisir au commissaire général que les constructeurs choisissent Paris pour présenter leurs nouveautés. Pourquoi est-ce qu'ils le font ? Parce que, je vous dis, il y a une médiatisation exceptionnelle. 13 000 journalistes, des conférences de presse, de Noir de Monde, des journalistes, des télévisions, des radios du monde entier qui sont là. Donc, bon, et puis il y a le marché français qui évidemment intéresse les constructeurs. Mais je pense que c'est d'abord la médiatisation, le fait que ce soit reconnu aujourd'hui, même par les Allemands, comme le plus grand salon du monde. Vous savez, quand j'ai vu un journaliste allemand faire un papier il y a quelques années en disant que le mondial automobile était devenu plus important que le salon de Francfort, on se dit qu'on a vraiment avancé. Ouais. Jean-Pierre Vincent, est-ce que ce n'est pas plus important encore pour un constructeur modeste, en tout cas en termes de vente en France et de part de marché, que pour Renault ou PSA, d'être présent au mondial ? Pour nous, c'est très important et l'édition 2014 le sera encore davantage parce que Mitsubishi est en train de changer quelque part sa stratégie produit d'une manière relativement profonde en gardant son ADN du 4x4 et en allant en direction des véhicules propres avec l'hybride rechargeable. Donc il faut le montrer, il faut s'exposer. Donc pour nous, c'est un événement exceptionnel qui va nous aider à porter cette évolution de la marque Mitsubishi. Alors, le véhicule propre et plus précisément le véhicule électrique, justement, c'était un peu la grande star de l'édition 2012. Là, pour l'édition 2014, sans trop rentrer dans les détails des constructeurs ou révéler des scoops, mais quel va être en fait, je dirais, le leitmotiv de cette édition ? Les premières mondiales, on n'en parlera pas maintenant parce que je laisse les constructeurs les présenter eux-mêmes. Et puis il faudra venir aux journées de presse avant l'ouverture au public le 4 octobre
pour les voir. On va rester très axé sur la partie électrique et hybride, qui avait été une partie importante du salon en 2012. On va avoir un centre d'essai en permanence pour que les visiteurs puissent essayer les véhicules électriques et hybrides, avec des marques prestigieuses qui vont être présentes, d'où le de voitures par rapport à il y a 2 ans, donc une capacité à recevoir et organiser les essais beaucoup plus forte. Mais ce n'est pas le thème du salon. Je dis toujours, ne rabaissons pas le salon à une partie, aussi noble et aussi importante soit-elle. Le mondial automobile, c'est toute l'industrie automobile, c'est tous les types de motorisation. C'est la voiture de l'étudiant qui va acheter sa première voiture, jusqu'à la voiture peut-être très polluante, mais qui fascine par son design. Seul un joueur de football, par exemple, pourra se payer. Peut-être, oui. D'ailleurs, ils viennent beaucoup au salon. Mais non, je crois que le salon, et moi j'y tiens beaucoup, c'est vraiment la vitrine de toute industrie. On peut pas. Alors, c'est vrai qu'on met l'accent sur ce qui nous paraît important, et on a accompagné un certain nombre de constructeurs français, et pas seulement français, dans ce secteur de l'électrique et de l'hybride, mais il n'y a pas que ça. Donc ne rabaissons pas, ne limitons pas le salon à une partie de ce que nous présentons. Bon, on va un peu se projeter en 2016. A priori, vous ne serez plus au rênes du mondial de l'automobile. Quelle qualité principale doit avoir votre successeur? Aimer l'avion? Beaucoup voyager? La qualité principale du commissaire général d'un salon, et du mondial automobile en particulier, je pense que c'est de savoir, d'abord d'être passionné par l'organisation, plus que par l'automobile. Vous savez, quand je suis arrivé, je me suis dit, j'avais des amis qui sont des fous d'automobile. Et je me suis dit, s'ils étaient à la place, ils donneraient 5 000 m² à Ferrari, 10 000 m² à Aston Martin. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, j'ai pas cette passion. J'ai la passion de l'organisation. J'adore l'automobile, bien évidemment. Bon. Et ce qui m'a permis de rester, et je crois que c'est de la qualité principale de ce poste, de rester totalement neutre. C'est-à-dire et objectif. C'est-à-dire que je suis aussi strict dans la qualité du stand, dans l'ouverture du stand, dans le respect du règlement et de la sécurité avec un constructeur national qu'avec un constructeur étranger. Il y a un règlement, le règlement doit être respecté par tout le monde. Et ça, je pense que l'objectivité, la connaissance du monde des salons est une source de qualité essentielle pour faire ce métier. Jean-Pierre Vaillant, Mitsubishi sera évidemment présent donc au Mondial de l'automobile. On va parler de l'Outlander hybride un peu plus tard. Mais globalement, comment vous décrivez la situation de Mitsubishi en France aujourd'hui, en 2014 ? Il faut la mettre en perspective par rapport à ce que je viens de dire il y a quelques instants. Mitsubishi est une marque qui s'est montrée à travers le 4x4, à travers le Pajero, à travers le Paris-Dakar. Cette victoire, ça fait une histoire pour une marque. La consommation automobile aujourd'hui, ce n'est plus ce style. La consommation automobile, c'est évidemment toujours du 4x4, mais c'est du 4x4 propre. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la stratégie de Mitsubishi Motors, c'est d'orienter le renouvellement de sa gamme, qui va se produire chaque année à partir de 2014, puisque le premier produit 4x4 propre, Outlander PHEV, est sorti en 2014. Et chaque année, nous allons remplacer un produit de la gamme Mitsubishi par un 4x4 PHEV, c'est-à-dire donc électrique rechargeable. Pour terminer en 2017 le renouvellement de la gamme avec le renouvellement du Pajero, qui sera donc commercialisé en version hybride rechargeable, ce qui est donc une révolution. D'accord, ça c'est pour le plan produit, mais pour ce qui est de la situation économique, financière de Mitsubishi en France, qu'en est-il ? Écoutez, la situation de Mitsubishi en France, elle est bonne. Je dirais que lorsqu'on met sur le marché un véhicule qui connaît le succès du PHEV aujourd'hui, un produit de 50 000 €, c'est bon pour évidemment le réseau de distribution qui y trouve son compte, mais également pour le distributeur. Donc pour nous, aujourd'hui, la situation, elle est bonne. Nos volumes sont en progression. Nous allons cette année progresser plus que le marché. Bon, vous me direz, ce n'est pas très difficile parce que le marché restera relativement flat, mais on va faire des volumes supplémentaires, mais surtout une amélioration très forte du mix de nos produits. Bernard Darniche, vous pensez que le choix de Mitsubishi de verdir entre guillemets sa gamme et de mettre un peu dans les archives son passé glorieux, justement dans les rallye raids et ainsi de suite, c'est une bonne option ? Bien entendu, mais ce n'est pas si facile que ça pour un constructeur de trouver son territoire de crédibilité. Ce n'est pas si facile que ça. Et on observe que
tous les grands constructeurs qui ont réussi, que ce soit Mercedes, qui a opté à une époque pour la voiture statutaire, évidemment, voiture de qualité mais statutaire, BMW qui a fait sa réputation sur « je suis le motoriste » entre guillemets, Audi qui a fait sa réputation sur « j'ai 4 roues motrices sur une berline », Peugeot c'est discutable, Renault c'est discutable, j'ai fait ma réputation Et alors pour Mitsubishi, sur le qu'est-ce que vous diesel diriez? par exemple. L'avenir, Ouais. comprenez ce que je veux dire? Mais chaque constructeur doit trouver son territoire de communication. Et évidemment, avec le passé que porte cette marque, il est évident que la voie toute tracée, c'était que ces 4x4, enfin, aient une légitimité à être conduits par des gens la tête haute. Est-ce qu'il n'y a pas la même autophobie sur des 4x4 propres électriques ou pas que sur des 4x4 à essence ou diesel? Mais justement, avec une posture Ce sont comme de gros celle-ci... objets encombrants, dit-on. Oui, mais avec une posture comme celle-ci, je pense que c'est de nature à remettre les choses à leur juste mesure et à leur juste valeur. Jean-Pierre Vaillant, il y a déjà une série spéciale, je crois, qui sera présentée justement au Mondial Automobile de l'Outlander hybride. Non, ça n'est pas une série spéciale. Non, nous allons présenter un concept car qui marque une évolution dans l'esthétique de la gamme de l'Outlander, mais ça n'est pas une série spéciale. Non, notre objectif sur le salon, je vous le redis, c'est d'essayer d'installer cette image de Mitsubishi, de cette nouvelle image de Mitsubishi, qui fait qu'on peut utiliser un 4x4 sans complexe, car il s'agit bien là, si vous voulez, de l'objectif qui est le nôtre, grâce à l'Outlander PHEV. Et donc dans le plan produit, j'y reviens, l'électromobilité, ou du moins en tout cas les faibles émissions, c'est vraiment la ligne directrice choisie par les ingénieurs de Mitsubishi. Ah oui, c'est la ligne directrice absolue. Mais vous savez, Mitsubishi était un précurseur, car il y a quelques années, nous avons sorti une voiture toute électrique commercialisée, la MiV, effectivement, qui préfigurait quelque part ce que serait l'Outlander et la technologie de l'Outlander PHEV. Donc aujourd'hui, cette voiture qui est toujours commercialisée d'ailleurs, et que nous allons relancer sur le marché, en profitant naturellement du mondial de l'automobile, pour bien montrer cette volonté qu'a Mitsubishi de proposer une gamme complète de véhicules propres à sa clientèle et surtout à ses nouveaux clients. Thierry, est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion entre les ventes au mondial et puis le fait qu'il y a toujours autant d'affluence? Est-ce qu'on vend toujours au mondial? Toujours autant? Non, si vous voulez, le modèle d'automobile, contrairement à d'autres salons, je pense au centre de Bruxelles ou d'autres salons qui sont vraiment des salons de vente, est un salon d'image, avant tout. Les constructeurs viennent au salon pour montrer leurs nouveaux produits, pour avoir des contacts avec les clients, avec les médias. Donc il y a moins de prise de commande qu'il y a 10 ans. Ah bah, 10 ans non, mais les premiers salons, vous savez, que vous parlez de ce salon de 2000, non, mon salon de 2014. Ah. Moi, je me souviens du premier salon que j'ai visité sur les épaules de mon père au Grand Palais. Bon, il y avait déjà beaucoup de monde. Et à cette époque-là, c'est vrai que c'était plus un salon de vente. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Les prises de commande ont été formidables. Voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt un renvoi vers les réseaux. Alors, c'est vrai qu'en général, le modèle automobile a un impact sur le développement commercial de la fin de l'année. Bon, et c'est vrai, les constructeurs jouent ce jeu, bien sûr. Mais il y a, à part des constructeurs de prestige très ciblés qui vendent beaucoup sur le salon, à une clientèle très particulière, c'est vrai que la majorité des exposants prennent des commandes, renvoient leur réseau et ensuite le réseau fait son boulot pour la fin de l'année. Alors Stéphane Petitguy, on va parler un petit peu recherche-développement et oublier un temps les salons et les commandes surtout. Quand on parle d'électromobilité, le mot qui vient dans tous les esprits, c'est l'autonomie. Est-ce que, à votre connaissance, voire à l'Institut Automobile du Mans, on a déjà la preuve que l'on peut passer à des autonomies de 300, 500 km? Alors, ça existe déjà, des véhicules qui font 500 km avec ce qu'on appelle les range extenders, c'est-à-dire un générateur thermique. Je parle batterie pure. Par contre, en batterie pure, non, il y a encore une technologie, un verrou technologique qui n'est pas franchi, et tant que ce verrou technologique n'est pas franchi, on n'aura pas de grande autonomie à des coûts raisonnables. Parce qu'on sait faire des grandes autonomies, mais ça veut dire beaucoup de batterie, beaucoup de poids et des coûts très importants. Donc là, il y a une barrière qui n'est pas franchie. La barrière, c'est quoi? C'est la techno lithium-ion. C'est la techno de la batterie. C'est ça? Il faut oublier le lithium-ion. Donc. Alors, il y a quelque chose qui reste à inventer ou à trouver. Il y a beaucoup de choses qui sont en recherche. Dans les fabricants de batteries, il y a énormément de recherche en ce moment. Et le premier qui va trouver, il aura le jackpot. Mais il y a un vrai pari industriel, parce que quand Renault met 5 milliards d'euros sur l'électrique et que PSA met 0,
il y en a un des deux qui va perdre la bataille, non? Ah, ben, il y a un des deux qui perdra la bataille, mais d'un autre côté, il faut savoir que faut que le client il soit prêt à acheter aussi ce type de voiture. Et les contraintes, et pour l'instant, le marché n'a pas montré encore une percée énorme du tout électrique. Donc, il faut savoir aussi que l'électricité, ça veut dire poids. C'est-à-dire on rajoute des fonctions souvent et donc on est obligé de travailler énormément sur les structures pour qu'elles soient plus légères. Donc aujourd'hui, une grosse partie des innovations qui sont dans les tuyaux sont aussi pour alléger les véhicules. Quel que soit le mode hybridation ou le mode tout électrique, on a besoin de ces technologies pour alléger. Et là, il y a beaucoup de transferts qui sont faits avec l'aéronautique, avec tout ce qui est véhicule agricole, parce qu'on n'a pas l'impression, on a la chance à l'Institut Automobile du Mans de ne pas travailler que sur l'objet voiture, mais aussi sur les camions, les bus, les véhicules agricoles, les véhicules défense, etc. Donc on voit toutes les innovations, toutes les tendances de nos industriels sur d'autres types de véhicules. Et on voit que les transferts de technologies qui sont découvertes par certains pour un mode de fonctionnement très spécifique, 5 ans après, peuvent basculer sur l'automobile grande série. Précisons quand même que Peugeot présentera une 208 équipée d'hybridaire. Ça sera un démonstrateur. Donc ils ont quand même un petit peu investi. L'hybridaire, c'est encore autre chose, oui. Oui, Bernard Warnich. À mon idée, j'ai beaucoup roulé dans des véhicules électriques. La première des préoccupations quand on roule dans un véhicule tout électrique, c'est la peur de la panne. Hein. Bien sûr. Et là, le mess est dit. Hein. L'après-guerre et les voitures modernes ont supprimé pour l'automobiliste la peur de la panne. L'électricité a réinventé la peur de la panne. Il faut être clair. Hein. On revient à l'Institut Automobile du Mans. Présentez-nous un peu ce que vous faites. Alors j'ai regardé, mais vous êtes dans tellement de domaines différents qu'on ne pourra pas tous les citer. Mais par exemple, il y en a deux qui ont retenu mon attention, la simulation numérique et la recherche dans le domaine sensoriel. Voilà, donc sur la simulation numérique, hein, en gros c'est quoi? C'est un gros ordinateur et c'est des logiciels qui permettent de faire du calcul pour dimensionner une pièce, pour faire du crash au lieu de crasher un vrai véhicule, etc. Donc il y a une notion de coût et de résultat. C'est des outils qui sont très connus des gros constructeurs, hein, on dit les constructeurs et des gros équipementiers, mais qui sont assez méconnus ou tout au moins très coûteux pour les petites et moyennes entreprises. Et pourtant, les petites et moyennes entreprises, elles en ont besoin. Donc en fait, nous, on a tout ce matériel chez nous et on le met à disposition sans investir à des petites structures pour permettre justement d'innover, de faire des produits performants, etc. Qui doivent être membres de l'association? Donc ils doivent être membres de notre association. À côté de ça, maintenant, un produit qui rentre dans l'automobile atteint une technicité très très élevée, pas simplement dimensionnelle ou structurelle, mais aussi au niveau de choses plus abstraites comme le sensoriel. Donc il était important pour tous les gens qui fabriquent en fait des pièces qui vont à l'intérieur d'un véhicule de savoir aussi appréhender en fait. Et puis c'est un argument marketing, hein, la sensation tactile sur le toucher le tableau de bord, sur le volant. Exactement. Les marques, les yeux fermés, on a fait des exercices, les yeux bandés, on rentre dans un véhicule et on arrive à détecter quelle marque c'est, et voire même on n'a pas les mêmes odeurs quand on est sur un véhicule bas de gamme que sur un véhicule haut de gamme. Ouais. Bon, par contre, le sensoriel, c'est pas simplement l'odorat, hein. On a tout ce qui est touché, qui est très important. Le véhicule, c'est un objet tactile. Ouais. On est en contact avec les sièges, avec le volant. Dans les voitures au mondial, quoi. On s'installe dans les voitures. J'adore cette information parce qu'en fait, moi, vous savez, quand je suis arrivé, quand la bulle Internet a éclaté, on m'a dit, voilà, mon pauvre ami, ça va être un salon virtuel, t'es foutu. Et j'ai dit, mais non, les gens, ils ont besoin de monter dans la voiture, de toucher le galbe de la voiture, d'être pris en photo avec les hôtesses et les voitures, bien sûr, de les essayer, de sentir l'odeur du cuir. Et évidemment, et ça, on ne l'aura jamais sur Internet, heureusement. Bon, il y a tout le glamour. Sinon, il y a aussi... Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire aussi, c'est... Contrairement à ce qu'on croit, c'est encore plus vrai sur des véhicules bas de gamme. C'est évident que sur une Ferrari, on a une entité reconnaissable avec la qualité des cuirs, etc. Mais la personne qui a un budget, on va dire, beaucoup plus restreint, qui va faire un gros investissement sur une voiture neuve, il ne va pas la faire tous les ans, il ne va pas faire tous les 2 ans. C'est une appropriation, c'est une deuxième maison, hein, comme on dit aux États-Unis. Et en fait, là, il va avoir un contact charnel avec la voiture et ça va être son objet. Donc c'est important que la qualité perçue, hein, donc, qui englobe tous ces éléments-là, odorat, ouïe, vue et son. C'est important, le son aussi, hein, le bruit ou le non-bruit, l'isolation, musique, disons, soit reconnaissable et il doit se l'approprier.
Et alors, juste pour terminer, combien de sociétés, d'entreprises sont membres de l'IAM et par qui vous êtes financé? Alors, on a 120 adhérents, mais notre région Pays de Loire comprend 400 entreprises de la filière automobile et environ, ça représente 45 000 emplois. Donc derrière, avant de parler du financement, il faut bien comprendre que ça a un impact sur l'industrie française des Pays de Loire, de ma région, sachant qu'il y a d'autres associations comme nous dans d'autres régions. Moveo aussi, par exemple, Moveo, qui est un pôle de compétitivité. Ensuite, comment on est financé? Donc une partie privée, les entreprises, et des prestations que l'on fournit pour eux. On a une partie de la ville du Mans et on a une partie région et département. Parce qu'on a un fort impact quand même sur notre territoire, aussi bien sur l'utilisation des véhicules électriques et sur le développement qu'il y a autour de nous, mais aussi sur l'emploi en direct dans notre territoire. D'accord. Bernard Darny, vous parliez de musique des moteurs. Aujourd'hui, quelle musique fait l'automobile? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Moi, je roule depuis que ça existe avec des Prius. Après, je suis passé à l'Ampera. Et l'absence de musique est un formidable, musique moteur, j'entends, est un formidable changement, évidemment. Mais on s'y habitue d'une façon incroyable. Moi, quand je monte dans une voiture thermique aujourd'hui, même si je suis très attaché à la musique d'un 6 cylindres, d'un 8 cylindres, d'un 12 cylindres, d'un 5 cylindres, évidemment par mon passé, au quotidien, je dois reconnaître que ce silence est quand même la chose que l'on apprécie le plus quand on se déplace. D'ailleurs, les partisans de tapis l'électrique volant. disent tous, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà, C'est-à-dire tapis que- volant. voilà. Et puis surtout, je parle sous le contrôle de M. Vaillant qui roule avec ce type de voiture, ce sentiment de tapis volant, de voiture linéaire, d'un confort absolu, et qui vous change l'attitude que vous avez vis-à-vis des autres, le comportement que vous avez vis-à-vis des autres. Vous savez, On est plus à les l'écoute gens de un la peu conduite stressés, des un autres. peu hard au volant d'une voiture parce qu'ils ont la boîte de vitesse, Ouais. parce qu'ils ont... C'est fini ça. Plus de bruit, plus de boîte, on devient cool. Et c'est ce que tout le monde souhaite. Et pour tendre vers la mobilité sereine et durable, il faudra bien passer par ce genre de système. Alors, on est bien convaincu par votre coolitude en termes de véhicules électriques. Pour autant, vous avez aussi réussi à retourner, on va dire, certains opposants du véhicule thermique. J'aimerais bien savoir comment vous avez fait, et je pense à Denis Baupin en particulier. Oh, du véhicule tout court. Du véhicule tout court, Ah carrément. oui. Ah ouais. Oui. Bah, Denis Baupin est devenu quelqu'un avec qui je travaille d'une façon très forte. Et pourquoi je me suis entêté à... Évidemment, on était en contradiction totale depuis 6 ou 7 ans. Ne jamais oublier que M. Denis Baupin, dans le monde de l'automobile, est dénommé le Khmer vert, quand même. Oui, ça veut dire Oui, ce que ça veut oui, dire. il faut appeler un chat un chat. Et puis je me suis dit, cet homme, j'ai cherché à savoir qui il était, c'est un ingénieur. Voilà, un ingénieur de formation, un centralien. Et je me suis dit, les choses ne sont pas perdues. Mon métier m'a fait côtoyer les ingénieurs de très très haut niveau pendant 20 ans, de par mon métier de pilote. Et ces gens, il faut en avoir le mode d'emploi. Et je me suis dit, si j'arrive à réveiller la fibre de l'ingénieur au détriment de la fibre dogmatique politique, on peut y arriver. Et on y est arrivé. Et donc ça va se concrétiser comment exactement? Il Je va crois y que ça- avoir, en marge du mondial de l'automobile, une grande réunion qui va, ça s'est déjà concrétisé par un audit généralisé de toutes les énergies. Ça a duré 1 an, cet audit à l'Assemblée nationale. Monsieur Baupin plus Madame Keller, donc UMP, c'était totalement apolitique, c'est ce qui m'a intéressé. On a audité tous les intervenants qui ont des solutions à apporter pour justement tendre vers la mobilité sereine et durable. On en a dégagé certaines grandes voies. Nous allons faire à l'Assemblée nationale, nous allons inviter de nouveau ces gens pour définir une stratégie et puis essayer de faire infléchir Mme Ségolène Royal sur ses jugements du tout électrique. Mais Bernard Il y a Darniche, d'autres la loi réponses. de Mme Royal sera déjà votée. Elle doit être votée fin octobre. On sait très bien que les lois, surtout en ce moment, elles ne durent pas longtemps. Et pour clore, le message qui est durable, lui... Pour le exemple, la loi du flot. Et donc, un message qui, lui, j'espère, sera durable, c'est celui des citoyens de la route. Quel est-il aujourd'hui, là, fin 2014? Sur quel axe vous travaillez le plus? 2 axes. Un think tank qui va réunir et qui commence à réunir les intervenants pour tendre vers cette mobilité sereine et durable. Alors, les constructeurs automobiles, mais les entreprises comme Colas, par exemple, les producteurs de toutes les énergies aujourd'hui à disposition, les biocarburants, les biogaz, etc., des énergies dont on ne parle pas, surtout en France, et qui ont apporté une réponse comment dirais-je,
acceptable dans Ouais, tous les ouais, autres ouais, pays ouais, du ouais, monde. ouais. Et puis l'autre partie de Citoyens de la route, c'est relancer une communauté de citoyens de la route, mais une communauté démocratique, agissante positivement, qui n'aura sûrement jamais la légitimité à descendre dans la rue pour s'exprimer. Et pour ceci, il faut qu'elle soit puissamment représentée par quelqu'un. Pour le moment, c'est moi, mais mon rêve absolu, c'est que, et j'en ai plus pour longtemps évidemment, que ce soit une jeune femme qui représente les citoyens de la route. Ça, ce serait pour moi l'aboutissement d'une vraie réussite en termes de crédibilité, et que cette organisation aille parler, mais à force égale avec le pouvoir politique, chose qui n'existe pas aujourd'hui. De la citoyenneté à la passion automobile, un seul chemin, cette PM Auto. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.